Ah oui, mais ça marche. Ah, Moi, c'est bon, maintenant c'est bon. Il y a peut-être juste un décalage entre toi et oui, il moi. y a un petit décalage. Ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous ont rejoints. Donc, on va commencer cette soirée d'échange avec Stéphane Rosès. Je voudrais d'abord dire à Stéphane que je le remercie très chaleureusement d'être parmi nous, bien sûr, mais aussi d'être lui-même, puisque les échanges que nous avons maintenant depuis de nombreuses années sont très stimulants, parce que c'est un homme rare humainement et rare intellectuellement, puisqu'il situe toutes ses analyses à la croisée. Alors, il y a quelqu'un qui fait des bêtises, excusez-moi, qui a partagé son écran. Voilà, et voilà, donc excusez-moi. Donc, c'est quelqu'un qui se situe à la croisée de beaucoup de disciplines pour étudier l'opinion, mais l'opinion telle qu'il l'étudie, ça va beaucoup plus loin que l'opinion telle que les sondeurs l'étudient en général. Ça va jusqu'aux racines profondes, jusqu'à l'âme ou l'identité forte d'un pays. Et il croise sa connaissance littéraire, philosophique, spirituelle, historique, et son propos donc est toujours d'une très grande richesse. Et c'est aussi un propos qui m'a souvent éclairé, voire inspiré dans les réflexions de notre travail au sein de Vouloir la République, et également dans les réflexions de mon ouvrage paru l'année dernière, Le temps de l'alternative. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de citer Stéphane dans ce texte sur la question de l'imaginaire national et de l'imaginaire des peuples. Alors, je te remercie Stéphane d'être parmi nous. Donc, on va commencer Merci, cet échange. merci à vous. Oui. À moins que tu veuilles ajouter un mot avant qu'on démarre. Non, non, le mot merci à toi, Cyril. Merci à vous de vouloir la République, même si on ne se connaissait pas, Cyril, depuis de nombreuses années. Au départ, autour de réflexions générales à Aspen, et ensuite d'échanges d'expériences par rapport à ce qu'on voyait l'un et l'autre professionnellement, et ça a été très vite amical. Mais même si on ne se connaissait pas, le seul nom de Vouloir la République est tout un programme qui m'agrée, car la République, c'est notre forme singulière de démocratie. Et c'est plus qu'un simple mécanisme démocratique, et ça puise loin dans notre histoire, selon moi, avant même la Révolution française, telle qu'en parlait Péguy, sur le fait que le curé et l'instituteur se faisaient toujours la guerre entre eux, mais au fond, ils disaient la même chose. Donc la République, c'est la forme démocratique de la France qui puise loin dans son histoire. Et déjà ça, nonobstant tes analyses et propositions, est quelque chose qui devrait rassembler 4 Français sur 5. Giscard disait 2 Français sur 1. Là, 4 Français sur 5. Bah, écoute, c'est un beau jalon, un bel objectif que nous pouvons nous fixer à Vouloir la République, à rassembler 4 Français sur 5. Donc, on va le graver dans la pierre. Et donc, pour commencer, cher Stéphane, je voudrais te poser une question à la fois très simple dans sa formulation et sans doute assez complexe dans ses éléments de réponse. Est-ce que la pandémie et les 2 mois et demi que nous venons de vivre a un impact sur la situation politique du pays? Autrement dit, est-ce que avant la pandémie et maintenant après le confinement, nous nous retrouvons dans des situations totalement différentes ou dans des situations fondamentalement similaires, au-delà de l'écume des déclarations et des positionnements? C'est ma première question pour introduire ce débat. Juste avant que tu répondes, je dois rappeler à tout le monde les règles. Stéphane a souhaité que ce soit principalement un échange direct entre lui et moi, mais bien sûr, j'ouvrirai dans la mesure du possible à vos questions cet échange. Donc, je vous remercie en utilisant les outils du logiciel de lever la main et de m'adresser un petit message en privé pour que je puisse vous passer la parole. Donc maintenant, c'est à toi, Stéphane. Y a-t-il politiquement un avant et un après le confinement?
Je crois qu'au fond, tout réside dans ce que tu entends par politiquement. Si tu l'entends par rapport à la vie de la cité, je dirais il y a un avant et un après, clairement. La pandémie et le confinement qui en a résulté a entraîné pour les personnes confinées et les autres un réaménagement des représentations. Au fond, la soudaineté de cette crise qui a éberlué par ses effets immédiats, devoir rester confinés pour la plupart d'entre nous, je mets évidemment à part les blouses blanches, personnels de services publics, salariés au contact du public, qui eux ont continué à travailler, à tenir ensemble les éléments fondamentaux de notre société, mais pour la majorité des Français qui ont respecté ce confinement a été au fond une sorte d'arrêt sur image sur ce qu'était leur quotidien. Avant même la pandémie, l'individu est embarqué dans un quotidien qui l'oblige, mais qui ces dernières années ne correspondait plus à ses aspirations profondes. En un mot, au milieu des années 90, le cours du capitalisme devenu financier a semblé échapper à la maîtrise individuelle et collective des sociétés. De sorte que les Français ont commencé à penser que demain serait pire qu'aujourd'hui, que leurs enfants auraient une situation pire que celle qu'ils avaient connue. Et comme par hasard, quand cet avenir se dérobe, c'est le moment où les Français pensent que le réchauffement climatique a des causes humaines, alors que le débat existait déjà depuis les années 70. En un mot, les Français sont allés chercher dans la crise climatique une façon de se réapproprier mentalement un développement économique devenu financier qui leur échappait, de sorte d'essayer de repenser un autre type de développement économique plus responsable, plus soucieux des ressources de la planète. Et la contradiction entre cette aspiration et le fonctionnement réel de la société a entraîné une schizophrénie chez chacun d'entre nous. Au fond, on souhaite des choses et au quotidien, on fait l'inverse. Et on se comporte un peu différemment comme consommateur, voulant bénéficier de tout ce que permet la globalisation. Et en même temps, le salarié redoute les effets de la globalisation. On voudrait consommer pour exister et en même temps, on sent bien le caractère vain de tout ça. Et donc, avant même l'arrivée de la pandémie, il y avait une tension un peu schizophrénique des individus entre le souhaitable, le possible, entre leurs aspirations et leur conduite. Et comme l'État et le politique n'étaient pas à la hauteur pour trouver des éléments de résolution, les entreprises sont devenues les réceptacles du soin de construire une cohérence que les individus n'avaient plus eux-mêmes, puisque les consommateurs ont fait, au travers de leurs actes de consommation et attentes à l'égard des entreprises, ils ont demandé aux entreprises d'avoir, elles, les cohérences qu'eux-mêmes n'avaient plus. Quant à la traçabilité de ce qu'ils faisaient, quant à l'empreinte sociétale, sociale et environnementale des entreprises. Et donc, la société est devenue comme ça, c'est horizontalisé avec des procédures contradictoires. Et évidemment, si nous sommes les plus pessimistes au monde, si nous sommes les plus dépressifs au monde, c'est que depuis des siècles, notre imaginaire s'est structuré autour de la figure verticale de l'État
et que l'État, loin de tenir ses responsabilités, ses engagements, le politique, loin de montrer qu'il encadrait le cours des choses, a semblé accompagner au fond une globalisation néolibérale. Donc au moment où arrive la pandémie, ce choc qui confine les uns les autres, nos consciences sont déjà travaillées par de multiples contradictions. Elles ont, selon moi, avec ce confinement, encore plus évolué vers une aspiration qui renvoyait au fond d'abord à l'idée que confinés, nous étions tous égaux face au risque de la mort. C'est-à-dire que ça a généré dans les représentations l'idée qu'au fond, il y avait réellement une égalité des conditions. Deuxièmement, toutes les sociétés ont réagi de la même façon. Elles ont fait prévaloir le risque sanitaire sur la nécessité économique, ce qui est une façon de rappeler ce qui fonde les communautés humaines. Selon moi, ce qui fonde les communautés humaines et que rappelle la pandémie, ce n'est pas d'abord la prospérité, c'est d'abord conscient que nous allons tous mourir, le plus tardivement serait le mieux, et que nous devons nous assembler en communauté humaine pour maîtriser notre destin. Le sujet premier d'une société, d'une communauté humaine, d'un peuple, d'une nation, ce n'est pas d'abord la prospérité, c'est d'abord la maîtrise collective de son destin. Et la façon dont les peuples, face à ce choc subi, ont réagi, nous l'ont bien montré. Tout d'un coup, les règles économiques qui prévalaient jusqu'à maintenant étaient devenues secondaires. L'essentiel, c'était, alors même qu'il y a un nombre limité statistiquement de morts, la contingence de la mort par la pandémie entraîne un réflexe vital de protection de la maîtrise du destin, alors que le choc économique et social qui va suivre la pandémie va être beaucoup plus important. Et donc, dans ce moment de confinement, les individus ont réaménagé, accéléré leur prise de conscience confrontée à la vie et à la mort d'abord. Ensuite, prise de conscience sur le fait que les libertés individuelles que chaque individu réclame ces dernières décennies est gagée sur un minimum de liberté collective, de sorte que même un peuple comme le peuple français a consenti à de la privation de liberté par le confinement. Ensuite, la première allocution du président de la République en témoigne. Chaque pays a été ramené par ce choc sanitaire aux fondamentaux de son imaginaire. Le président Macron a tout d'un coup énoncé des paroles autour de la souveraineté nationale, du patriotisme, des services publics, qui semblaient être en contradiction avec sa posture et les politiques menées depuis le printemps 2008, soit un an après son élection. Enfin, la pandémie a montré que, c'était le cas auparavant, la globalisation rend les peuples interdépendants économiquement, financièrement, numériquement et sanitairement. Pourtant, les peuples réagissent et ont réagi chacun de son côté. On a vu ainsi sur des tarmacs d'aéroports des masques destinés à certains pays échangés au dernier moment de façon très féodale, je dirais détournés de leur destination initiale, comme une sorte de vente aux enchères. Donc au fond, la pandémie, c'était les mêmes risques et mêmes moyens pour les combattre plus ou moins les uns des autres, mais chaque société a réagi différemment.
l'Orient a réagi différemment que l'Occident selon le rapport à la mort, au collectif, à la nature, à l'espace, au temps, et à l'intérieur même de l'Europe, dont la singularité et la diversité des peuples dans un espace géographiquement confiné, on a bien vu la diversité de réactions des différents peuples en fonction de leur culture et de la cohérence ou incohérence entre leur imaginaire, leurs institutions et le rapport entre gouvernants et gouvernés. De ce point de vue-là, ceux qui ont mieux réagi sanitairement comme les Allemands étaient ceux qui étaient dans une cohérence totale entre leur environnement européen, leur façon de se représenter l'expérience commune face à la pandémie, l'expérience, pas le concept, pas la raison à la française, pas l'État, mais de façon immanente, la façon dont naturellement, avec discipline et sobriété, les Allemands ont réagi, je dirais, comme au cordon. Ça tombait bien parce que leur outil sanitaire et l'attitude des gouvernants et des lenders, puisque les choses, vous le savez, se passent beaucoup par le bas, étaient en cohérence. Et la France a été, de ce point de vue-là, le pays qui a subi tout ça avec le plus, au fond, le plus d'incohérence entre, normalement, l'État qui devrait être là dans un principe de précaution et d'anticipation. Or, le principe comptable a semblé prévaloir sur le principe de précaution ces dernières années en matière de politique sanitaire et autres. Quand la pandémie est arrivée en plein milieu de la crise sociale des retraites, les gouvernants n'ont pas eu les réflexes minimaux, alors même qu'on avait sous les yeux, on avait au loin l'exemple chinois, mais on avait sous les yeux l'exemple italien. Bon. Et puis les Français ont découvert, complètement surpris, l'état de délabrement de notre système hospitalier. Et au fond, on a tenu grâce aux blouses blanches qui ont, comme on dit, repoussé les murs. Hein. C'est-à-dire que le président, dans sa première allocution, a eu un air, je dirais, martial à la Clémenceau, tel qu'on aurait pu effectivement l'attendre, mais très vite, les Français se sont aperçus qu'on n'était pas dans cette situation, on était plutôt en juin 40. Alors du coup, le président a compris qu'il fallait qu'il en rabatte en termes de prétention et de posture, mais dans la réalité, la nation a réagi positivement comme à Valmy, c'est-à-dire l'État n'est pas à la hauteur. Dès le départ, il y a une défiance sur le fait que l'État dise même la vérité sur la question des traitements, sur la question des masques, le succès du professeur Raoult. Bref, c'est par le bas, par le pays, par les réseaux sociaux que les gouvernants ont essayé de s'adapter à la situation, mais pour terminer le propos, modification politique dans le sens du souhaitable, la souveraineté, les communs, comment trouver un mode de développement économique responsable, durable, comment juger des uns et des autres sur leur apport et utilité à la société, bien sûr. Maintenant, en termes de traduction politique, nous sommes confrontés à un problème. C'est que les Français veulent plus encore que dans le passé un autre type de développement économique, la restauration de la République et de la souveraineté de la nation, et en même temps, ils sont confrontés à l'exigence de court terme à pas trop subir le choc économique et social, les plans sociaux après la prise en charge du chômage technique par l'État. Et donc là, il y a une contradiction. Il faudrait faire différemment, mais en même temps, pour ne pas se prendre le choc, il faudrait vite refaire comme avant. Et comme je pense que les conduites sont bien l'émanation des représentations,
qu'elles ont évolué dans le bon sens, c'est quand même des mécanismes de moyen terme, alors que là, l'urgence de court terme serait de commencer vite comme ailleurs. Et donc, c'est aux politiques de trouver dans le moment du déconfinement les conditions d'une reprise qui trouve les bons compromis entre le souhaitable et le nécessaire. Or, pour l'heure, on a plutôt le sentiment que la pensée de ceux qui nous gouvernent, c'est quand même à périmètre égal. Comme dit Darmanin, quand il y a un incendie, on ne compte pas les seaux. Sous-entendu, l'argent qu'on met. Mais le sujet, il va au-delà de la question de l'argent qu'on met. C'est très important. Bon, on va voir ce qui se passe des 500 milliards au plan européen. Bon, mais, et il ne faudrait pas attendre, comme le disait Bruno Le Maire, que le plan de relance ne soit en France qu'en septembre. N'est-ce pas? Comme si on était face à une sorte de darwinisme social où on testerait sur le système économique, les entreprises et les salariés, ce que vont être les dégâts réels. En un mot, il ne faudrait pas recommencer au niveau national les retards qu'on a connus au début de la crise sanitaire. Mais les effets politiques de la pandémie sont réels sur les représentations. Les effets politiques vont dépendre de la capacité de peser sur les choix faits et aussi, en même temps, comme dirait le président, sur son analyse ou sa bonne analyse de ce qui se passe au plan européen et national. Et là, encore une fois, il y a une contradiction entre ce qu'il dit dans le Financial Times, qui me semble assez lucide et assez juste, et puis en France, au fond, des façons de faire et d'être du sommet de l'État, pas si différents que ça, ou en tout cas qui apportent des réponses de type quantitative et non pas de type stratège quant aux politiques à mener. Merci Stéphane, c'était déjà une introduction, une première réponse très riche, donc je vais me proposer d'orienter sur différents sujets la conversation. D'abord, pour reprendre l'expression que tu as utilisée, je me penche sur ma feuille car je l'ai notée, cette période de confinement a été pour les citoyens un arrêt sur image et donc tu rappelles que cet arrêt sur image leur a permis de réfléchir sur une situation précédente où ils avaient l'impression que la maîtrise de leur vie et de leur destin leur échappait en raison de, pour faire simple, la globalisation néolibérale. Tu l'as toi-même qualifié de néolibéral, c'est aussi un thème qui me tient à cœur et sur lequel nous travaillons au sein de Vouloir la République. C'est un thème qu'on met à toutes les sauces. Le néolibéralisme est entendu dans des acceptations très diverses. Et donc, la première question que je voudrais te poser pour qu'on puisse comparer l'impact de cet arrêt sur image sur l'après, c'est donc bien s'entendre sur l'avant et sur le fondement de notre analyse commune. Donc, dans ton esprit, dans ton propos, quand tu parles de globalisation néolibérale, quand tu parles de néolibéralisme, de quoi parles-tu exactement? Je parle de la singularité de la mondialisation actuelle par rapport aux précédentes mondialisations. Les précédentes mondialisations étaient les formes que prenaient les échanges, la division internationale du travail, les régulations commerciales, les formes juridiques qui étaient l'émanation de rapports de force ou de coopération qui procédaient des communautés humaines qui les précédaient. La nouveauté de la mondialisation actuelle, c'est qu'elle a vu s'échapper hors d'elle une globalisation économique, financière, numérique, au travers de normes juridiques, commerciales, transnationales, qui font que dorénavant, les logiques économiques, pour faire vite, s'autonomisent, voire se retournent
contre les communautés humaines qui les précédaient. De sorte que pour moi, le néolibéralisme est l'inverse du libéralisme. Le libéralisme s'indexait sur des us et coutumes de peuples, de nations, de sorte que Montesquieu pouvait dire que le négoce entre nations pacifierait les relations entre les nations. Le néolibéralisme, c'est depuis la fin de Bretton Woods, a fortiori depuis la chute du mur de Berlin, la pensée et le mécanisme qui fait que le principe ricardien devrait l'emporter au plan international à partir de normes qui seraient des normes neutres qui autonomiseraient l'économie du substrat humain, culturel de rapports sociaux et sociaux. Alors c'est évidemment la fin de Bretton Woods, et puis c'est ce qui est devenu l'Europe au travers de l'Union européenne. C'est l'idée que des gouvernances européennes ou internationales pourraient et devraient se substituer aux souverainetés nationales et aux imaginaires nationaux qui tenaient ensemble le bon, le juste et l'efficace. Alors évidemment, dans un premier temps, les individus que nous sommes, on veut profiter de la globalisation au travers de tous les outils merveilleux qu'elle offre, le bel iPhone, dernière version que j'ai, ou Zoom, ou le fait de pouvoir, grâce à la grande distribution, accéder à des masques éventuellement moins chers qu'ils n'auraient été s'ils étaient produits en France. Donc, le néolibéralisme se nourrit du besoin d'avoir plus, sans parler de la cupidité de ceux qui profitent au premier rang de ce mécanisme. Mais au fond, le néolibéralisme, l'industrie financière, l'endettement des pays était une façon de continuer à faire en sorte de consommer alors même que les conditions objectives de la division internationale du travail, de la productivité, du profit ne le rendaient pas possible, nonobstant l'accaparement des richesses par une petite minorité. Donc pour moi, le néolibéralisme est l'inverse du libéralisme et ce n'est pas l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est à l'intérieur d'une nation un rapport capital-travail au profit de façon excessive du capital contre le travail. Le néolibéralisme, c'est une mécanique qui semble être régulée nulle part, avec un droit international et commercial où c'est pas le juste qui est mis en avant, c'est l'efficace. On peut choisir son type de droit. Bref, les sociétés, dans un premier temps, profitent de tout ça matériellement, mais il arrive un moment où l'essentiel est en jeu. Et l'essentiel, c'est la perte de maîtrise du destin. C'est ça qui explique que dans les patries mêmes du libéralisme, que sont l'Angleterre et les États-Unis, on a vu arriver une réaction à ça, que sont le Brexit et qu'est Trump. Trump est ultra-libéral, il n'est pas néolibéral. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, où on ne comprend pas que des gens de catégorie populaire, des ouvriers américains, puissent voter pour Trump, alors même que son programme économique est apparemment contradictoire. Donc, la réaction première face au néolibéralisme, et c'est ça le danger, est une réaction très archaïque de repli des peuples où les nationalistes ont le monopole de la nation et où les populistes, dans la dénonciation des gouvernants, semblent être ceux qui disent « les vrais démocrates, c'est nous ». Et la crise pandémique, comme la crise de la globalisation, rappelle, en tout cas selon moi, que non seulement
ce n'est pas la prospérité qui fonde d'abord les sociétés humaines, mais la maîtrise du destin. Et selon moi, c'est la marque que, contrairement à ce que pensent les marxistes les plus vulgaires, c'est-à-dire économicistes, ou les libéraux vulgaires qu'ils peuvent devenir et qui sont des néolibéraux, c'est que l'histoire ne se fait pas, selon moi, à partir de données économiques, mais plutôt à partir de cohérence interne à chaque peuple ou incohérence, ce qui occasionne des guerres, entre justement les représentations culturelles, les institutions politiques, les rapports sociaux et les questions technologiques. Et cette crise pandémique et la crise écologique qui vient oblige à penser ensemble ces différentes dimensions. Merci Stéphane. Effectivement, cette distinction entre le néolibéralisme et le libéralisme, et même l'hyperlibéralisme, est essentielle. On a, à vouloir la République, travaillé dessus. Et la confusion, sans doute, entre le néolibéralisme et l'hyperlibéralisme financiarisé, c'est que depuis 30 ans, les politiques nous disent que l'économie peut tout régler. L'économie peut tout régler n'est pas nécessairement l'indication que l'économie doit être ultra financière, mais c'est même pire, c'est ce que tu appelles l'efficacité ou l'efficience, c'est de tout regarder au travers de cette règle-là et donc de tout ce qui s'accumule autour en matière juridique, en matière de mesure de la performance, en matière d'absence de normes environnementales, en matière aussi de culte, au fond, des solutions technologiques, non pas qu'il ne faille pas les utiliser, qu'il faille revenir en arrière, bien entendu, mais cette idée de penser que lorsqu'on met en avant une solution technologique, si elle est efficace, on ne se heurtera à aucune réaction de nature culturelle, politique ou intellectuelle. On peut même le voir avec l'exemple des applications pour tracer le Covid. Tu parlais des différences de réaction dans les différents peuples vis-à-vis de la pandémie. Eh bien, il y a des peuples où cette idée, quelle que soit son efficacité, passe très bien, et il y en a d'autres où elle pose question, y compris chez nous, au regard des libertés publiques. Et on ne peut pas faire de politique si on ne veut pas le comprendre. On peut apporter des réponses différentes, bien entendu, mais on doit comprendre qu'on parle de choses qui peuvent être appréhendées différemment. Donc, néolibéralisme et libéralisme sont des choses très différentes. Et le libéralisme est un système de pensée philosophique, avant tout, alors que le néolibéralisme est une espèce de construction autonome et elle est donc très difficile à affronter, puisque tu ne peux pas couper ni les jambes, ni la tête, ni les pieds, en tout cas pas la tête, puisque ce n'est pas un système de pensée, c'est une espèce d'effet boule de neige où tout s'accumule, et nous revenons à ton idée qu'on a l'impression d'y perdre la maîtrise de notre destin. Donc, si on vient justement de ton point de départ, qui est celui, avant cet arrêt sur image de la pandémie, qui est celui de la contestation ou de la remise en cause de ce système, de ce poids du néolibéralisme sur les peuples, j'aurais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que néanmoins, jusqu'à présent, quand on disait aux gens que l'économie pouvait tout régler, ils semblaient fondamentalement y adhérer, puisqu'ils ont systématiquement, en tout cas dans notre pays, choisi des leaders qui pensaient ainsi. Il n'y avait pas de grande différence, à mon sens, sur ce plan entre tous les précédents présidents de la République, depuis François Mitterrand. Souvenons-nous de sa phrase célèbre, il a dit « Après moi, il n'y aura plus que des comptables au pouvoir ». Et derrière l'esprit de brio de la formule, on voit bien de quoi on parle, des gens qui pensent que l'économie peut tout régler. Mais donc, finalement, les Français ont adhéré à cette idée. Alors, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais sans doute peux-tu nous expliquer du point de vue de l'analyse de l'opinion publique la raison de cette adhésion. Et deuxièmement, qu'est-ce qui peut nous permettre de penser que, à partir de maintenant, compte tenu de cette pandémie, et alors même qu'on nous explique que l'on peut régler tous les problèmes qu'elle pose en utilisant des solutions qui n'ont sûrement rien de différent avec ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on irait dans un sens différent?
qu'est-ce qui peut nous le permettre de le penser? Voilà le commentaire en forme de question et la question. Oui, merci d'aller aux questions rapidement de fond. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Tu dis que pendant quelques décennies, nos gouvernants ont pu communier dans l'idée que l'économie, la redistribution, c'était le sujet, et je vais un peu plus loin. Le débat politique se faisait autour du partage de la question sociale, de sorte que la dispute politique se faisait selon un axe gauche-droite autour de la question de la répartition de la production, du revenu. Oui, c'était plus un débat sur la question au travers de l'État, sur le périmètre de l'État, ses interventions. Bon. Alors oui, c'est vrai, pendant quelques décennies, le gouvernement des choses a semblé être le prolongement naturel du gouvernement des hommes. Pourquoi? Parce que le propre de l'imaginaire français, c'est de devoir se projeter dans l'espace et le temps. Comme depuis nos ancêtres, les Celtes, les Latins, les Germains, il n'y a pas une origine à la France, mais des origines. La façon de nous assembler, c'est par des modes de représentation culturelle qui fait que le progrès doit être notre axe de vision dans le temps. Et dans l'espace, c'est les croisades avant même les guerres napoléoniennes et la façon de coloniser avant même l'Europe comme la France en grand. C'est-à-dire que ma thèse et mon analyse sur l'imaginaire français, c'est que nos modes de représentation culturelle, ce qui fait que l'État, la France se constitue autour de la verticalité de l'État, que l'État précède la nation. On l'a dit, que la République n'est pas une simple démocratie, que nous engendrons un philosophe comme Descartes, tu l'as dit tout à l'heure à ta façon, pour qui l'esprit est séparé du corps et pour qui l'esprit fait le corps, que nous engendrons un compositeur de musique, Rameau, qui se considérait plus comme un philosophe, comme un musicien, et qui disait que le beau avait partie liée avec la raison. Toute cette idée que ce serait le haut qui ferait le bas était une façon de nous unifier dans l'idée qu'on allait s'approprier l'espace et le temps, nous, Français. D'où notre universalisme, d'où le fait que les étrangers nous trouvent arrogants. On ne se rend pas compte qu'on est arrogant parce que quand on va quelque part, on ne pense pas qu'on est propriétaire de nos valeurs. On pense que nos valeurs et notre imaginaire vaudraient pour le monde entier. Alors on a des French doctors, où on pense qu'on a des choses à faire au Mali. Où on fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vaudrait pour le monde entier, hein, où on a René Cassin, où on a Victor Hugo, on a Napoléon, on a voilà, toutes ces figures, De Gaulle, qui parleraient au monde entier. Bon. Tant que, pour répondre à ta question, Cyril, tant qu'on voit demain et au-delà, alors l'économie peut être le fil conducteur parce qu'il n'est qu'un outil d'une vision et d'une projection. Tout commence à se dérégler au milieu des années 90 quand, du fait du capitalisme financier, le progrès se dérobe, on ne pense pas que demain sera meilleur, et quand l'Europe, perçue comme la France en grand, ne semble pas être la promesse d'une puissance politique, économique et sociale pesant dans la mondialisation, mais tout l'inverse. Tout l'inverse. Quand nos gouvernants et le sommet de l'État instrumentalisent l'idée européenne pour dire aux Français qu'ils doivent respecter des règles venant de l'extérieur, dans lesquelles l'extérieur
dans lesquels la nation ne se retrouve pas. D'où notre dépression. C'est-à-dire que pour les Français, la réforme est un moyen, pas une fin. Pour les Allemands, la réforme, la discipline, le respect des procédures et des règles, c'est une finalité, car l'imaginaire allemand est à l'inverse de l'imaginaire français. Et donc, ça conduit même les conceptions de la bonne économie. L'ordolibéralisme allemand, la question de la dette, hein, c'est le même terme pour dire en allemand dette et culpabilité, Schuld, alors que pour nous, l'endettement de l'État est presque la promesse que l'État tient bien ensemble la nation. Donc vous voyez que tout est lié, tout est lié. On a le sentiment sans cesse, et l'ancien sondeur que je suis au quotidien avait le nez rivé sur ces sondages qui bougeaient tous les jours, ou presque. Hein, bon. Mais oui, tout bouge tout le temps, mais toujours de la même façon, dans la façon dont les peuples s'approprient les choses. Bon. Et quand Danny Cohn-Bendit, parlant de l'Allemagne aujourd'hui, parle de nationalisme juridique, et que même Habermas parle de nationalisme économique de substitution, parlant de ses compatriotes allemands, même eux qui étaient très, très pro-européens, voire européistes, constatent que ce qui travaille aujourd'hui la société allemande, c'est, comme disait Clausewitz, la continuation inversée de la guerre par d'autres moyens, comme disait également Ernst Jünger. En un mot, les peuples, au fond, ont toujours les mêmes façons de répondre aux grands enjeux qui sont les grands enjeux qui sont les nôtres. Et dans la situation actuelle, si le sujet, c'est les Français ne pensent plus que c'est l'économie qui fait nos sociétés, parce que justement, comme les autres pays et peuples, ils constatent que nos politiques s'y responsabilisent en disant c'est pas nous, c'est Bruxelles, c'est les marchés financiers, tout ça, dans un pays où prévaut au contraire la volonté politique, l'idée que c'est le politique qui régule tout. Donc la dispute sociale rétrécit, les partis de gouvernement gauche-droite sont mis de côté, le PS, les Républicains, et la question sociale est préemptée par la symbolique politique. Et donc, on va chercher des personnes. Hein. Quand, dans mes sondages, Ségolène Royal, les Français disaient « c'est Strauss-Kahn le plus compétent, mais c'est Ségolène Royal qu'on veut à l'Élysée », c'était l'expression de ce que la compétence technique, économique devait être mise au service de l'incarnation politique. Et dans les périodes d'inquiétude et de régression, on va chercher chez les gouvernants non pas tant leur compétence, mais leur incarnation. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème au président Macron, c'est qu'il est plus dans la représentation que dans l'incarnation. C'est-à-dire, comme il est cultivé, il a compris intellectuellement qu'il devait convoquer les mânes du monarque républicain ou du Bonaparte, mais au fond, comme il est plus psychologiquement et politiquement dans le en même temps, il peine à tenir ça. Et il ne veut pas dire où il veut amener le pays. Hein. Donc, autrefois, effectivement, c'était les questions économiques qui régulaient le politique et ce qu'on attendait des présidents. Maintenant, le sujet, c'est un président qui nous dise où on va. Et là, on est sur un autre registre, c'est le registre de l'incarnation. Ça fait une excellente façon de rebondir et je prends aussi, j'en profite pour prendre les questions des personnes qui sont présentes sur cette réunion virtuelle. Le président, justement, a utilisé une expression qui est d'ailleurs le titre d'un film hollywoodien, ce qui est, à mon sens, assez amusant. Il a utilisé l'expression du jour d'après. Donc, compte tenu de ce que tu viens de dire, je serais peut-être moi plus sévère que toi,
sur la question de l'incarnation et de la compétence, parce qu'on peut douter que le président rentre dans l'une ou l'autre de ces catégories. Quelle est la possibilité d'un jour d'après différent politiquement pour la France? Il y a plusieurs facteurs si on suit ton questionnement. Le premier, c'est la capacité de se projeter, qui définit donc la façon dont notre pays fonctionne et dont nos différences s'assemblent. Est-ce qu'on ne l'a pas totalement perdu aujourd'hui? Est-ce qu'on ne l'a pas d'autant plus perdu qu'il y a un moment, on a rêvé en fait de faire à travers l'Europe l'empire français? On a un peu l'impression quand on t'écoute que nous sommes un empire qui a voulu se continuer dans les frontières ou la représentation de l'Europe. Et quelles que soient ces questions, y a-t-il dans le paysage politique actuel tel que nous le connaissons, et aussi dans les ressources sociales et citoyennes du pays, la matière de porter un projet politique différent? Parce que dans l'offre politique, d'une part, et d'autre part, dans le pays. Parce que n'oublions pas qu'avant ce confinement, le pays était déjà dans une situation de colère, de crise, de tension, systématiquement systématiquement réprimée par le gouvernement, réprimée intellectuellement, réprimée politiquement, réprimée par des mesures dont certaines, je trouve, moi, étaient des mesures de contournement, et on peut trouver des vertus au grand débat national, mais quand on réfléchit à ce qu'il en reste aujourd'hui, on mesure à quel point on était plus dans de la politique événementielle que dans de la vraie politique. Donc on avait déjà cette tension, cette ébullition, cette colère, la réforme des retraites juste avant, les gilets jaunes, la réforme des retraites qui est enterrée parce qu'on ne voit même pas comment c'est possible. Donc, pour finir, justement, je pense que c'est l'exemple typique. Tu parlais d'incarnation et de compétence. Donc, on arrive avant le confinement avec la réforme des retraites, dont le pouvoir nous dit, dont le régime nous dit, moi, je suis compétent pour vous dire que cette réforme est la bonne. Or, on peut très bien démontrer qu'elle ne l'est pas, du simple point de vue de la compétence. Donc, il y a on parlait avant de compétence, de pensée unique. Là, il y a une espèce de compétence unique, de gens qui nous expliquent que c'est la meilleure réforme possible, alors que de toute évidence, il y a d'autres options et que donc le choix n'est pas un choix technique, il est un choix politique. Donc, il y a un défaut de compétence et il y a un défaut d'incarnation à ce moment-là, puisque le président de la République est déjà fortement contesté dans le pays et déjà dans les sondages d'opinion très bas. D'ailleurs, on dit toujours un tel a une cote de popularité de 25, de 30, de 35. Mais on pourrait très bien dire qu'il a plutôt une cote de rejet de 60, de 65 ou de 70, qui serait une autre façon de voir le problème. Donc, on avait problème d'incarnation et on avait un problème de compétence. Et donc, on nous dit qu'il va y avoir un jour d'après. Alors, politiquement, Stéphane, est-ce que ça, c'est possible? Politiquement, je ne parle même pas du fond, comment cette équation politiquement peut-elle être possible? Là, on est dans un tourbillon d'hypothèses qu'on entend autour de nous. On aime bien un peu parler de politique, à vouloir la République, évidemment tout le temps du fond. C'est notre projet de construire un projet politique substantiel, mais on aime aussi parler de politique sur le plan tactique. Et donc là, on entend dissolution, démission, remaniement. Voilà. Partant de ce problème de compétence et d'incarnation, qu'est-ce qui est possible demain, à partir de maintenant? Le réseau a été coupé quelques instants, mais je crois avoir bien compris ta question, et si ce n'était pas le cas, coupe-moi tout de suite. Ce qui rend la situation politique au sens de la représentation politique, des incarnations politiques très instables, c'est que cette crise pandémique l'a montré,
nulle part comme en France, il y a un tel écart entre ce qu'est la nation, ses façons d'être, ses façons de faire, et la façon d'être et de faire du sommet d'État. C'est ce qui explique que dans les autres pays, on puisse juger que les gouvernants n'ont pas forcément été à la hauteur, mais pourtant ils ont profité de l'effet union nationale qu'elle avait profité au tout début Emmanuel Macron, et puis ça n'a pas, au fond, ça n'a pas duré. Et donc, le problème français, c'est que la dépression française a les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et il réside dans l'autonomie de la représentation au sommet de l'État par rapport à ce qu'est la nation. Et la crise pandémique, le mouvement des Gilets jaunes a rappelé au président qu'alors même qu'il n'y avait aucune alternative politique sérieuse à lui, le pays avait réagi, selon moi, comme une jacquerie autour de la pancarte « Macron nourrit ton peuple », pour rappeler au président non seulement la nécessité de la justice fiscale ou sociale, mais les devoirs du souverain à l'égard de son peuple, puisqu'un an après son élection, il semblait s'être éloigné de la restauration de la souveraineté de la nation, dont il avait dit que c'était le premier mandat que lui avaient confié les Français, et qui justifiait que le pays laisse faire ses réformes, alors que dès le début, il estimait que ces réformes étaient injustes socialement. Donc, les Gilets jaunes sont venus rappeler au président Alors, on a perdu, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je n'ai plus Stéphane. Est-ce que vous m'entendez les uns et les autres? Oui, on t'entend, Cyril, et effectivement, on a perdu Oui. Monsieur Rosès. Je ne pense pas que ce soit les caméras qui abîment la bande passante. Je pense que c'est chez Stéphane Rosès. Ah, ok, d'accord. Pardon, moi, je pensais aider comme ça, mais effectivement, j'ai peut-être eu tort. Bon, je ne sais pas. Oui, on l'a perdu, il est figé. Je vais l'appeler. Excusez-nous pour cet incident technique. Oui, on t'a perdu. Tu as un problème de connexion, Stéphane. Ça doit être ta connexion Internet, là où tu te trouves. Tu es figé. On ne t'entend plus et tu es figé. Peut-être utiliser la 4G de son téléphone. Oui. C'est revenu? Tu es là? Oui, on l'entend. On t'entend, Stéphane? Tu peux parler? Là, non. Non, là, on t'a... Attends, je vais voir. Tu es peut-être Tu te vois? Oui, ça, c'est normal. Alors, où est-ce qu'il est? iPad de Stéphane. Non, on ne t'a plus du tout. Voilà, oui, il faut que tu rejoignes la réunion. Apparemment, tu avais été déconnecté. Il est là, mais on n'entend pas et on ne le voit pas. Oui. Voilà. Non, 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 non. On a dit trop de mal du néolibéralisme, les technologies nous lâchent. Voilà. Non, 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 mais ce que tu peux faire simplement, peut-être le plus simple, c'est de te déconnecter et de te reconnecter, tout simplement. Non, on va voir. Ouais, ça y est. Ça y est.
Je crois que oui. Voilà, Stéphane est de retour. Il y a un petit problème, voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème de réseau chez moi à Fontenay-sous-Bois. Oui, pour répondre en un mot, la situation est très instable parce que c'est toujours le bas qui fait le haut. Les hommes politiques ne sont que l'émanation de ce qui se passe dans le pays. Et en France, il y a une grande capacité de l'État de s'autonomiser de ce qu'est la nation. On sent que tu as parlé de la réforme des retraites qui avait été ajournée. L'argument, c'était de dire que cette réforme des retraites était par trop dissensuelle, qu'elle occasionnait trop de... Au fond, on sent une inquiétude au sommet de l'État et il y a 3 voies de sortie possibles pour le pays, nonobstant l'analyse du moment du président dont on peut penser qu'il doit être lui-même, il écoute ce qu'on lui dit, mais je ne suis pas certain qu'il ait à cette heure-ci sa religion entre 3 options possibles. L'option de la poursuite du néolibéralisme au nom du constat que l'État a montré vraiment ses défaillances et qu'il faudrait y substituer le fait au fond, de changer de modèle, quoi. Le modèle français a montré que ça ne fonctionnait pas. Bon, et dans une sorte de ruse de l'histoire, il faudrait poursuivre plus avant ce qui a fait la démonstration du fait que l'État, décidément, s'était ridiculisé. Il était à la fois tatillon, autoritaire, et voilà, il n'a pas permis de faire face. Donc, ça, c'est la poursuite du néolibéralisme. Ça existe chez un certain nombre d'intérêts, d'analystes. C'est pas ce qui est majoritaire chez les entreprises, hein. Les entreprises, depuis l'arrivée de la crise sanitaire, elles ont plutôt demandé à l'État de vite éponger, de vite jouer les pompiers. Bon. Il y a une seconde option qui est une option sociétalo écologiste autour de l'appel Hulot, Berger, par exemple. C'est l'idée, si vous voulez, c'est une forme de pensée néolibérale, mais progressiste, à partir d'une pensée sociétale, écologiste et un peu sociale. Ça, c'est un second chemin. Et puis, il y a un troisième chemin, très majoritaire selon moi, chez les Français, mais qui peut prendre des formes un peu différentes, c'est le retour de la souveraineté de la nation. Et si le président, tout de suite, y a donné des gages, c'était pas seulement par inquiétude ou par idée de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui expliquerait qu'il accélère le calendrier des municipales de sorte de pouvoir par le haut faire un gouvernement d'union nationale qui tienne le haut avant l'arrivée du choc économique et social des plans sociaux en septembre-octobre. Je crois que c'est aussi une compréhension au fond de ce qui agit les fondamentaux du pays. Et puis, comme dernière variable, mais je sens bien à ton regard que tu m'attends sur les réponses et pas sur des scénarios, il y a aussi la dimension européenne, hein. Donc, l'avenir immédiat dépend au fond, de 3 choses: l'état de la nation, sa capacité de faire émerger des choses, ce qui se passe au sommet de l'État entre une orientation néo-bonapartiste et ce qui était devenu Emmanuel Macron depuis le printemps 2008, c'est-à-dire orléaniste, hein, il est passé de Bonaparte à Guizot. De temps en temps, pendant les Gilets jaunes, il a pu être un peu tiers, hein, par une forme d'autoritarisme. Bon. Et puis l'Europe, hein. Donc je pense que le président qui volontiers a une pensée à 360 degrés regarde tout ça.
Maintenant, les réponses du pays, elles résident, me semble-t-il, effectivement, dans la capacité de faire émerger une réponse qui tienne, qui parte des fondamentaux de ce que nous sommes et qui se confronte au monde réel. C'est pour ça que ton entreprise, au travers de ton premier ouvrage, me semble intéressante, c'est qu'elle essaye de tenir à la fois une réflexion sur ce que nous sommes, hein, très clairement la République, et puis mettre en place des mesures qui rendent le souhaitable possible, mais à partir du réel, hein, sans échapper dans l'utopie ou la protestation. Au fond, c'est ça le grand enjeu. La force politique ou la personnalité politique qui permettra de faire la démonstration qu'il est possible de partir du réel pour construire une alternative réaliste avec des solutions, alors là, évidemment, c'est un chemin. Et ce qui me frappe beaucoup, vive la République, vous menez vos débats, c'est très important de faire des propositions constructives. J'observe qu'un peu partout, hein, je crois que c'est toi, Cyril, qui disais dans un échange antérieur que dans tous les milieux, y compris celui des jeunes chefs d'entreprise, beaucoup de gens réfléchissaient sur le monde d'après, quoi faire, et tu utilisais l'expression que beaucoup de gens peuvent avoir le sentiment de faire, comme au moment du confinement, du vélo d'appartement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de brainstorming, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de confrontations, c'est très important évidemment, mais le sujet qui tenaille la grande majorité de nos compatriotes inquiets sur l'immédiat, inquiets sur le choc économique et social qui vient ou le redoutant, c'est so what? So what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, ma posture, au sens noble du terme, c'est de dire on part des peuples. C'est le bas qui fait le haut. On observe ce qui se passe. Une civilisation retour des peuples par le retour des nations en réparant les imaginaires nationaux très vite, sinon les nationalismes et les guerres l'emporteront. Et je vois dans les crises sanitaires, les crises migratoires, les crises économiques, sociales et bien sûr la crise la plus grave, la crise écologique, un moyen pour des peuples qui se replient de constater qu'ils ont des enjeux et défis communs, en fixant des objectifs communs, mais en laissant à chaque peuple, à partir de sa singularité, moyen de bien y répondre. François Hollande et Laurent Fabius, lors de la COP 21, au fond, avaient eu l'intuition, avec Bettina Laville et d'autres, de fixer des objectifs pour réduire notre dépendance climatique, enfin pour réduire le CO2, mais en laissant des marges de manœuvre à chaque peuple. C'est comme ça qu'il faut faire la renaissance européenne. Il faut revenir au génie européen, qui est de faire la diversité du commun, mais avec des politiques ambitieuses, des frontières. Je crois que sur tout un tas de sujets, il y a des belles promesses. Hein. Tu parlais du numérique, bon, ben, il suffit seulement pour bien utiliser les data, de comprendre qu'en France, il ne venait pas le progrès. Et donc, je pense que par l'utilisation de data, on peut remonter par la société la filière pour arriver aux GAFAM. Hein. C'est-à-dire, on a vu là, Google a dû se retirer du projet. Donc, il y a tout un il n'y a pas de problème technologique en soi. Il faut seulement bien penser ensemble les différentes dimensions culturelles, politiques, économiques et technologiques. Oh, merci Stéphane. Comme nous avons encore un petit peu de temps, mais
pas beaucoup si on veut terminer à 20 heures comme prévu et laisser à chacun la possibilité de reprendre ses activités. Il nous reste donc un petit quart d'heure. Alors, je rappelle pour ceux qui sont arrivés après le début que Stéphane a souhaité que ça soit sous la forme principalement d'un dialogue entre lui et moi. Et donc, j'essaye, dans la mesure du possible, de répercuter les questions que vous m'adressez par écrit, et je vous en remercie. Et vous me pardonnerez si je ne peux pas tout répercuter, mais nous aurons d'autres formats de débat. Je voudrais faire un commentaire et te poser des questions qui nous amèneront sans doute vers la conclusion. Le commentaire, c'est oui pour la politique du réel. Tout le travail que fait vouloir la République en ce moment est dans le but, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, de proposer un projet politique neuf et radical, c'est de partir du réel. Et la notion de politique du réel, d'ailleurs, on la trouve chez des auteurs sociologues, philosophes très intéressants, très lus, mais dont on ne fait guère forcément de publicité dans les grands quotidiens nationaux ou sur les plateaux de télé, parce que le réel, finalement, c'est vraiment le fondement de la politique. Il y a le réel de l'existence humaine, ce que j'ai appelé la vulnérabilité dans mon ouvrage, c'est ce qui fait que nous sommes tous semblables, et c'est cette condition humaine qu'on ne peut pas déloger hors de soi. Il y a le réel des peuples, ce que tu appelles l'imaginaire national. Il y a le réel de la question sociale, qui évidemment est la question par excellence. Donc, le réel a plein de facettes, mais il nous ramène à nos vies, et dans nos vies, nous attendons que la politique soit là pour nous aider à garder la maîtrise de nos vies. Je crois qu'on est tout à fait en ligne là-dessus, et donc avec le bon équilibre, un équilibre qui pour un Français soit acceptable entre la liberté, les contraintes, la vision, le réalisme n'étant pas le réel. C'est deux choses différentes. Donc plusieurs fois oui à cette idée que nous allons essayer de traduire dans quelque chose de très concret. On est dans un échange aujourd'hui assez intellectuel, assez abstrait, mais notre travail politique, ça sera de le traduire. Alors, je voudrais, pour finir cet échange, partir des trois voies que tu as tracées, qui s'ouvrent politiquement. Poursuivre le néolibéralisme, première voie. Deuxième voie, aller vers un projet sociétal, environnemental, à l'image de ce qu'on a pu voir dans une tentative de photo de famille réussie d'une partie de la gauche et des Verts récemment. Et le troisième, le retour à la souveraineté de la nation. Chacune de ces trois possibilités, et je souscris plutôt à l'idée que ce sont là les trois options qui se présentent, chacune de ces possibilités soulève des questions. Alors, si l'on admet l'idée, et c'est le réel, que le président, quel que soit aujourd'hui son état politique dans l'opinion, est effectivement la clé de voûte des institutions, et que les institutions lui donnent un statut de protection et un pouvoir d'initiative à nul autre pareil, c'est de lui que doivent procéder les choses, et c'est lui qui devrait faire ce choix. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train d'essayer de planter dans nos têtes, c'est qu'il va faire un choix. Alors je voudrais, si tu permets, qu'on examine ça un peu de son point de vue, pas de l'intérieur de sa pensée complexe, mais de son point de vue. Si l'option choisie était de poursuivre le néolibéralisme, quelle voie politique et institutionnelle faudrait-il privilégier ? Avec qui, comment ? Simplement changer de gouvernement pour un autre qui lui ressemble, ne pas provoquer de dissolution, etc. sont les options. Si c'est sociétal, environnemental, se déporter simplement sur sa gauche. D'ailleurs, on remarque tous qu'un certain nombre d'écuries au sein de la majorité présidentielle construisent une jambe dite de gauche, et donc c'est sans doute pour proposer que cette jambe serve de canne à la majorité présidentielle telle qu'elle est, ou si c'est le retour à la souveraineté de la nation. Comment également politiquement peut-on le réaliser ? Et j'ajoute une question qui m'est posée, je pense, parce que je n'ai pas son nom complet, mais c'est Thierry Keita,
qui est, dès lors qu'on veut aller vers le retour à la souveraineté de la nation, comment dénoue-t-on le lien avec la vision européenne, alors que c'est de l'Europe que nous viennent tous les financements, et encore plus aujourd'hui, si la fameuse initiative Merkel-Macron va jusqu'au bout, mais ça on ne le sait pas politiquement et on ne sait pas dans ses modalités d'application ce qu'elle sera exactement, comment peut-on le faire? Donc voilà, de ces questions très, très vastes, mais si on peut aller dans ta réponse sur des choses très concrètes sur notre vie politique, parce que tu as, et je reviens à mon propos de départ, cette façon de penser unique dans ton domaine, qui est de lier le fondamental, l'imaginaire, le sociologique, le philosophique et le politique, c'est ce qui fait tout l'intérêt de tes analyses. Et bien maintenant, voyons le débouché. Quand on a fait converger tous ces éléments sur ces trois possibilités, au fond, comment cela serait-il possible? Et si tu étais quelque part, comme tu as été souvent conseiller des chefs d'État, si tu étais là à côté du chef de l'État et tu lui disais il y a trois voies possibles et il y a trois façons de faire, quelles seraient les trois façons de faire, cher Stéphane? Si j'étais, moi, le président de la République, je me demanderais, bon, d'abord, c'est-à-dire, la question, il y a un côté un peu, on est sur le Titanic, l'iceberg est à 1 kilomètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'iceberg est à 1 kilomètre, mais avant, il était à 50 kilomètres, et puis il y avait un traçage, donc maintenant, tu me demandes de dire, au fond, tu serais dans la cabine de pilotage, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est la question. Et tu voilà. sais, sur ta métaphore du Titanic, il y a une phrase très célèbre d'un gars qui s'appelle Chuck Prince, qui était le patron de Citigroup en 2008, et juste avant la crise financière. Et on lui avait posé un peu le même type de questions. Et au sujet de la crise de liquidité qui s'annonçait. C'est-à-dire, on lui disait, mais il ne va plus y avoir d'argent, les banques vont plus se prêter d'argent, tout va s'écrouler. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez les spreads tout ce temps entre les banques. Et il avait dit, en anglais, mais je le dirais en français, il avait dit, on l'avait dit, c'est comme le Titanic et l'orchestre du Titanic. Et il avait répondu, tant que l'orchestre peut continuer à jouer, on continue. Et donc, quelque part, on a l'impression que ton option numéro 1, poursuivre le néolibéralisme, c'est exactement ça. On est sur le Titanic, on fonce vers l'iceberg, mais tant que l'orchestre peut continuer à jouer, il continue à jouwer. Et c'est très célèbre, cette phrase. C'est une autre façon de dire que les études en neurosciences montrent que les gens ne changent pas facilement d'opinion, sauf si on leur propose un paysage mental alternatif. Et derrière les questions immédiates, il y a les grandes questions dont je suis très content qu'on ait passé du temps à les explorer, parce que des grandes questions et des tout petits curseurs de divergence ou d'accord procèdent des convergences politiques. En un mot, on a intérêt à passer beaucoup de temps aux grandes questions, parce que l'écume des choses que sont les forces politiques les uns et les autres, elles dépendent tendanciellement des phénomènes de fond. Ça, on est d'accord, c'est notre travail d'ailleurs. Oui. Là, on a Donc, envie de faire un petit peu de politique quand même, tu n'éviteras pas. Oui, alors je réponds, et notamment je réponds à notre ami sur la question européenne. Ce qui se passe en Europe, c'est que, au fond, on va voir ce qui se passe en Allemagne après le coup d'éclat courageux de la chancelière allemande Merkel, qui prend le parti de la BCE contre la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. C'est pour ça qu'il faut passer du temps. Mon analyse est que, avec Merkel ou après Merkel, les Allemands
vont revenir sur leur tropisme profond qui est de préférer une Europe allemande plutôt qu'une Allemagne européenne. Et dans les débats internes en Allemagne et les compromis qu'a été longtemps Angela Merkel sur cette question procédaient de l'histoire et de la culpabilité allemande par rapport au nazisme. Donc, en un mot, les Français, nous sommes, et Emmanuel Macron, dans son discours de la Sorbonne, il a amodié son discours de la Sorbonne après les Gilets jaunes dans son adresse aux autres chefs européens, mais au fond, depuis les origines, l'Europe n'est pas une construction par le haut, l'Europe est un assemblage de peuples et de nations. Et si l'Europe, selon moi, a reculé économiquement et régressé politiquement avec la montée des nationalismes, c'est que les institutions et les politiques européennes étaient l'inverse du génie européen. Donc, je dirais au président, s'il m'interrogeait, je dirais immédiatement, tout de suite à la seconde, je dirais la tendance en Europe, ça va être la montée partout des peuples de vouloir maîtriser leur destin, ce qui ne veut pas dire au contraire, surtout pas les Français et les Italiens, qu'ils soient anti-européens. Donc il faut adapter les institutions et politiques européennes. Avec un ami Régis Passerieux, on a fait quelques propositions pour ne pas se contenter de demander aux Allemands qu'ils fassent un effort en termes de mutualisation de la dette et de politique de relance, mais avec des propositions institutionnelles qui permettent aux Allemands d'avoir un nouveau type de discipline. Car le problème des Allemands, c'est qu'ils recherchent leur discipline de sorte de ne pas revenir au travers du passé. C'était ça la vocation de la cour de Karlsruhe. La cour de Karlsruhe était là pour discipliner les Allemands pour qu'ils ne se passent pas les mêmes mésaventures que sous Weimar. Angela Merkel dit aux Allemands « Non, non, il y a un truc mieux pour vous discipliner, c'est pas la cour de Karlsruhe et les pensées des bonnes politiques monétaires et budgétaires, ça s'appelle la BCE. » Je serais fort étonné que les Allemands soient d'accord avec cette idée que leur discipline devrait dépendre pour partie de l'Europe du Sud. Mais Angela Merkel peut se le permettre parce qu'elle est encore très populaire grâce à sa très bonne réponse à la crise. Ce que je crois, c'est que tendanciellement, nous allons vers une montée partout de la demande de souveraineté des peuples en Europe et que si on ne veut pas que les nationalistes récupèrent la mise, il faut rapidement au plan européen trouver des bonnes réponses à ça et avec des projets européens ambitieux. Bref, il y a des propositions techniques. Mais au fond, la question importante pour Emmanuel Macron, comme pour nos dirigeants, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron pense que c'est le peuple qui fait l'État et sa crédibilité et légitimité, ou est-ce qu'il pense l'inverse? Est-ce qu'il pense que c'est l'État et lui qui fait le peuple? On a observé qu'avec la pandémie, les gouvernants internationaux, les gouvernants qui sont forts dans le monde sont les gouvernants qui sont indexés sur leur peuple. Et que peu importe la façon dont ils ont été efficaces ou pas face à la pandémie, ce qui importait, c'est qu'ils soient aussi dans l'idée qu'ils étaient en lien avec leur peuple, même quand ils ont pu faire des erreurs terribles. Précisément, Stéphane, je vais essayer de te pousser dans tes retranchements pour finir. Mais donc, on comprend que si tu étais dans la cabine de pilotage, comme tu l'as dit, tu dirais, ou si tu étais toi-même le chef de l'État, tu dirais c'est l'option 3, le retour à la souveraineté de la nation, parce que au fond, c'est ce que souhaite le peuple et le chef de l'État est là pour comprendre, mettre en œuvre, certes orienté, mais il n'est pas là pour imposer sa vision. C'est une certaine vision de l'histoire et de la politique
qu'en tout état de cause, je partage. Et si on en croit d'ailleurs la philosophie hegelienne, même le grand homme n'est rien d'autre que l'expression du peuple. Donc le grand homme n'a pas un génie propre qu'il impose aux autres. Mais donc, c'est retour à la souveraineté de la nation, justement, pour conclure là-dessus. Si tu es dans la cabine de pilotage ou que tu es le chef de l'État et que tu te dis, bien, demain, je vais expliquer que le nouveau Macron, celui du jour d'après, c'est celui qui veut faire retour à la souveraineté de la nation. Le concept est entendu. Quelles sont les initiatives politiques, purement politiques, qui peuvent être prises pour asseoir cette idée, éventuellement les alliances qui peuvent être faites? Ou est-il trop tard, selon toi, pour le président, dans le temps qui lui reste, avec les élections qui sont devant lui, des élections quand même majeures, municipales, on ne sait pas quand elles auront lieu, régionales, en mars prochain, et présidentielles, est-ce que c'est encore possible? Voilà, est-ce que c'est encore possible? Je pense que les Français n'écoutent plus Emmanuel Macron, mais ils regardent ce qu'il pourrait faire, car il demeure dans le soutien, l'adhésion ou la critique, il demeure ce qui, nonobstant tout, nous tient ensemble. Ce qui fait que les Gilets jaunes, c'était une jacquerie, ce n'était pas une révolution. Donc, en un mot, si les Français voient qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait autour de la souveraineté de la nation, ça me semble bien. Pourquoi? Parce que la souveraineté de la nation, qu'est-ce que c'est? C'est selon moi la seule façon de résoudre la crise écologique. La souveraineté de la nation, c'est de tenir ensemble le bon, le juste et l'efficace. C'est pas laisser s'évader l'efficace de court terme comme étant indépendante du bon et du juste. C'est quoi la réponse à la crise écologique? C'est quoi la réponse aux affrontements qui s'annoncent entre les peuples? C'est que chaque peuple, à sa façon, trouve les bons équilibres. Le sujet des sociétés, ce n'est pas demain consommer plus. Pour certaines catégories sociales, c'est nécessaire, car elles ont peu, mais ce n'est pas essentiellement le sujet premier des individus et des collectifs. Le sujet, c'est comment on réorganise les sociétés en tenant ensemble ce qu'elles considèrent comme étant le bien, et ça varie d'une société à l'autre, ce que j'appelle le bon, le juste, c'est la question de la justice sociale, et l'efficace, c'est tous les outils qui font qu'on fait mieux, plus rapidement. Bon. La réponse à la crise écologique, et ça, la pandémie a été une bonne chose, c'est de ramener les individus aux questions, au fond, essentielles. Pas seulement négativement, il y a un péril climatique, mais de repenser les relations entre métiers, catégories sociales, entre l'entreprise, l'État, la société civile, sur le territoire, recréer des liens. Et pour ça, c'est le politique qui est comptable de ça et qui peut trouver les bons équilibres. C'est l'hétéronomie du politique, c'est la dimension symbolique et anthropologique du politique qui peut trouver les bons arbitrages. Et donc pour moi, la question de la souveraineté nationale, ce n'est pas une question théorico-politique, c'est une question pratique. C'est le constat que pour que les individus consentent à faire différemment et à construire l'avenir différemment, il faut qu'entre eux, ils aient participé à des expériences communes médiées par le politique pour trouver les bonnes réponses aux problèmes qui jaillissent. Et il y a un talent français dans les crises à trouver ces bonnes réponses. Ça ne peut pas être des réponses techniques, ou en tout cas où la technique s'autonomise des volontés humaines. Donc, mon argumentaire, c'est pas seulement « oh là là, au secours, les nationalistes arrivent, il faudrait donner des gages », pas du tout. C'est les problèmes sont là,
les nationalistes donnent des réponses pour se construire contre l'autre, contre les autres, hein, contre l'étranger, contre la femme, contre celui qui ne pense pas comme moi. Bon, non, le retour de la souveraineté de la nation, c'est chacun a ses qualités, sa place est tenu ensemble par le politique. Alors comment? Si d'aventure le président Macron pense à tout ça, ça passe, je dirais, par une explicitation des enjeux européens. La presse ou les analystes disaient si Macron réussit les réformes en France, il sera leader en Europe. Tout de suite, j'ai dit non, c'est l'inverse. C'est si Macron résout la crise européenne, s'il redonne des marges de manœuvre aux différents modèles nationaux, alors le sommet de l'État ne sera pas indexé sur Bercy, Bruxelles et Berlin, et nous retrouvons une cohérence chez nous entre la nation, l'État et le politique, hein, entre le président, l'administration, la technostructure et ce qu'est la nation. Donc d'abord une initiative européenne pour dire à nos amis européens, nous personnellement, Monsieur Orban, on ne ferait pas exactement comme vous, mais vous êtes pour l'heure le dirigeant. Et on ferait la tournée des popotes européennes. On dirait chaque peuple a son génie propre. Et il s'agit d'aider chaque peuple à... C'est comme un orchestre. Dans un orchestre, pour éviter la musique atonale, il faut qu'il y ait une harmonie. Et l'harmonie, c'est chaque instrument joue sa partition, mais tout ça, ça fait un ensemble harmonieux. C'est comme ça que procédait, dans les moments face de son histoire, l'Europe. Donc, je dirais d'abord réaménager les politiques européennes, opérer une renaissance européenne à partir du génie européen. Avec Régis Passerieux, j'ai fait quelques propositions dans la RPP. Et puis au plan national, c'est expliquer à ceux qui veulent réformer l'État qu'on réforme bien la France, non pas par un malthusianisme où, comme dans les hôpitaux, on met des administratifs qui se superposent aux médecins pour vérifier qu'avec le forfait hospitalier, on fait baisser les coûts. Non, il y a un métier qui s'appelle la médecine et on fait des états généraux de la médecine et ensuite, c'est le politique qui tranche par rapport à ce qui est dit dans les entreprises, dans l'État. Pourquoi l'État est-il à la fois dispendieux, inefficace et lourd? Eh bien, parce que pour réformer l'État en France, il faut d'abord dire où on emmène la nation. Et donc, on ne fait pas de la RGPP, on n'utilise pas des process de réforme anglo-saxons dans un pays à l'imaginaire français. On mène des politiques, par ailleurs, de filières industrielles, numériques. On mène des politiques ambitieuses de recherche au plan français et au plan européen, alors que les crédits européens ont, dans la dernière période, été laminés. Bref, on repart du génie des différents peuples et on leur donne des marges de manœuvre, ce que j'appelle réparer les imaginaires nationaux, avec des politiques européennes effectivement exigeantes. Et puis, je dois dire là-dessus qu'Emmanuel Macron a un certain talent, on l'a vu à Biarritz lors du G7. Le président Macron dit que l'Europe est de retour, elle a des choses à apporter pour pacifier les relations. Il s'agit, selon moi, d'avoir des relations de coopération avec les pays non européens, que ce soit la Russie, la Turquie. Il s'agit de faire des liens, il s'agit de prendre des initiatives sur les grandes questions de la planète. Bref, nous avons, nous, en France, ce talent de voir les choses de haut, mais il ne faut pas mésestimer que l'histoire se fait par le bas. Bref,
Alors maintenant, on est un peu, effectivement, l'iceberg est pas loin, donc les marges de manœuvre sont plus limitées, mais je dirais que la crise, le choc pandémique et le choc environnemental qui arrive fait que ceux qui tracent un chemin peuvent se faire entendre. Donc, selon moi, le président Macron n'est plus jugé par ce qu'il dit, mais par la cohérence qu'il arriverait à construire éventuellement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et puis, il y a en parallèle des initiatives comme les vôtres. C'est-à-dire que je vois que des personnalités éminentes pour qui j'ai le plus grand respect, comme Jean-Pierre Chevènement, au nom de l'Union nationale ou le Comité de salut public, je dirais, remettraient le destin pourvu qu'il y ait des réorientations aux choses. Je pense qu'il est important que des voix comme les vôtres se fassent entendre, nonobstant la question du débouché présidentiel. Il est important de faire part des analyses et de construire, je dirais, un entendement. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de débouché politique aux prises de conscience des Français avec cette crise du coronavirus et du fait que nous ayons été renvoyés chacun à des réflexions de fond. Je pense que le pays attend ça. Le pays attend ça. Le pays attend des solutions. Le pays voit bien l'immensité des problèmes. Il attend des solutions et des gouvernants, aujourd'hui ou demain, à même de transformer la situation. Stéphane, ça fait une excellente conclusion parce que nous sommes ravis d'entendre cela. Donc, on va essayer de poursuivre notre travail. Je placerai notre travail futur sous le slogan que tu as utilisé au début. La République, c'est 4 Français sur 5. On aimerait que ça soit 5 Français sur 5, que les Français nous reçoivent 5 sur 5, mais déjà 4 sur 5. Et c'est au fond, parfois quand on discute entre nous, on se demande, ou nos stratèges, on en a, on nous dit quelle est la cible. Et moi, je leur dis toujours, la cible, c'est la majorité. Et si l'on peut comprendre ce que veut la majorité du peuple français, et sans doute ton analyse est-elle si importante, puisque si les choses procèdent de lui, procèdent de ce qui vient du fond des âges. Là, j'ai mis à partie le temps que nous avions pour relire en partie les mémoires du général de Gaulle et cette très belle formule qui est très juste, parce que ce qui vient du fond des âges, ce n'est pas une origine, mais des origines qui ensemble se rapprochent et indiquent une flèche. Bien, donc après tout, ce qu'on doit chercher à faire, effectivement, c'est de travailler pour la majorité, pour le réel de ces citoyens-là. Oui. La vie, c'est le réel, ce n'est pas des abstractions. Et le réel a beaucoup fait souffrir une majorité des citoyens, mais un réel qui va à l'idéal et un réel qui comprend aussi ce qu'est le monde qui nous entoure et comment il fonctionne et qu'il le fait sans naïveté. Moi, je suis un insider, comme on dit dans les milieux anglo-saxons. Je suis passé par toutes les sphères du pouvoir politique et financier. Et parfois, j'ai envie de dire, c'est encore pire que ce que vous pouvez penser. Voilà, donc 4 Français sur 5, c'est un bon objectif. On te remercie. Je ferai circuler aux membres de Vouloir la République l'excellent article que tu as effectivement écrit avec Régis Passerieux, que j'ai lu. Et voilà, donc je vois là les commentaires. Merci, c'était brillant. Ravi d'entendre cela. Merci à vous. Merci à vous. Stéphane. Et on se reverra dans des échanges en vis-à-vis où la polyphonie fonctionne mieux avec cet outil technique qui nous limite un peu. Voilà. Avec plaisir. J'espère que ça sera rapidement qu'on pourra être réunis. Merci à tous. Une bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Et donc, nous avons un programme d'atelier qui se remplit avec des invités très intéressants que vous découvrirez à partir de la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes.